l'a attendu longtemps, ce Grand Prix de Formule 1, Jean-Louis, mais finalement, il valait le coup. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans ce premier Grand Prix de la saison 2020 en Autriche? Alors, je vais vous dire déjà ce que je n'ai pas apprécié. Et ça, je suis de l'avis de mon ami Franck Montagny à Canal, c'est-à-dire que c'était tristouné, plus que tristouné, très triste de voir le paddock comme ça. C'est vrai, on ne peut pas serrer la main des copains, se retrouver après X mois, passer son temps à raconter des blagues, on va dire les choses comme elles sont, avoir des tuyaux. Et ça, c'était ce que j'ai trouvé le plus difficile à accepter, à la fois pour les gens de la Formule 1 et les téléspectateurs ou les spectateurs qui n'étaient pas là, vous avez vu les tribunes vides. Donc voilà. En revanche, rien que le fait de voir démarrer les F1 le vendredi matin, pile à l'heure, là tout le monde était content. Je veux dire que dans les stands, les téléspectateurs, voilà, c'était la joie parce qu'enfin, on entendait les voitures ronronner et même tirer dans les tours, etc. Et ça valait vraiment le coup. Après, la course elle-même, elle a été au début un peu monotone et puis ensuite, comme c'est souvent le cas quand il y a des voitures de sécurité, ça s'anime de tous les côtés et ça, c'était sympa. Alors, il y a un pilote qui a été concrètement impérial des qualifications à la course, c'est Valtteri Bottas. Pourquoi ce tracé, Jean-Louis, lui réussit-il particulièrement? Eh bien, parce que je crois, c'est pas un tracé, Spielberg, où on demande une authentique finesse de pilotage, où il faut vraiment passer, même si les cordes sont difficiles à accepter, même si on n'a pas le droit d'aller trop à l'extérieur, c'est quand même un circuit un peu brutal, accélération-freinage. Hein. Vous soudez, vous tournez, vous soudez, etc. Et bien là, Valtteri Bottas, il est sans doute plus à son aise que ce que j'appellerais les orfèvres, hein, les trajectoires hyper fines, hyper sérieuses, les gens qui voient comment ils peuvent réaccélérer plus tôt, etc. Là, il n'y a pas ce genre d'astuce, à mon avis, sur le circuit de Spielberg, et je pense que ça a aidé Bottas. À part ça, il connaît bien la voiture, et puis bon, il faut dire les choses comme elles sont, Bottas est le seul capable vraiment de temps en temps de pousser Hamilton, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors justement, à propos d'Hamilton, il a un peu enchaîné les déconvenus ce week-end. Et la question du moment, c'est est-ce que sa pénalité sur Alexander Albon, 5 secondes qui lui valent d'ailleurs sa place sur le podium, est-ce qu'elle est justifiée cette pénalité ou pas? Elle est complètement méritée. Vous savez que j'aime beaucoup Hamilton. Mais là, franchement, il peut se rabattre un peu. Il faut, quelques centimètres. Il ne fait pas cet effort-là. Et deuxièmement, il ne le fait pas en voyant la voiture d'Albon. Si ça avait été la roue avant d'Albon et la roue arrière d'Hamilton, bon là, on peut dire, il l'a pas vu, etc. Mais là, il était devant. Vraiment devant. Et là, je pense qu'il a pris 5 secondes et que, voilà, il sait très bien qu'il ne recommencera pas. Car c'est très dommage. Moi, j'étais très heureux de voir ce Albon dont on parle si souvent, parce que je le voyais déjà attaquer Hamilton, puis je le voyais aussi avec le rythme qu'il avait, peut-être pourquoi pas aller pousser Bottas dans ses retranchements. Et là, ça nous a gâché une partie de la course. C'est pour ça que je pense qu'en plus, donc, la pénalité est doublement méritée. Une petite parenthèse sur le fameux DAS, le système de volant de Mercedes. Est-ce qu'on en sait plus sur la réclamation qu'a fait Red Bull? Alors, Red Bull a pensé que c'était un phénomène aérodynamique mobile et que ça ne pouvait pas exister. Malheureusement, la FIA avait déjà accepté ce phénomène, tout en l'interdisant pour 2021. On est bien d'accord, hein. C'est juste que ça marche. Et d'ailleurs, quand maintenant vous rentrez au four des choses, la FIA a autorisé le fait que le volant bouge d'avant en arrière. C'est la FIA qui a autorisé ça. Donc voilà, donc la pénalité était rejetée. Ceci posé, c'est le genre de circuit où ils l'employaient surtout pour les restarts, vous voyez, pour les relances après les voitures de sécurité, etc. Et donc là, ça a servi à ça. En course, j'ai pas vraiment vu, on n'a pas eu de caméra embarquée vraiment pour le voir. Il faudra voir toute la séquence du Grand Prix en caméra embarquée pour s'en rendre compte. Mais en tout cas, sur les restarts, ça a été utile à Bottas, ça a été utile à Hamilton, mais Bottas, à chaque fois, il a parti au même endroit, pas de piège, il a bien montré à Hamilton où est-ce qu'il démarrait, il l'a refait 3 fois, et on a vu que ça a marché. Et ça, eh bien, le DAS, ça a servi. Jean-Louis, concrètement, sans les aléas de Mercedes, sans les abandons en cascade, est-ce qu'on aurait pu espérer voir cette Ferrari de Charles Leclerc sur le podium? Est-ce que c'est pas un miracle, finalement, qu'il soit là où il est? Moi, je crois que c'est un miracle. Hein. Vous savez, il y a des fois, on dit on a fait l'urgent, on est en train de faire l'impossible, et pour les miracles, il faut attendre, c'est un miracle. On peut tourner le problème dans tous les sens. La qualification, c'est quand même, vous le savez, le temps de la vérité. Et donc, il était 7e avec tout ce qu'il a donné. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, ça ne retire rien à sa course à Charles. Parce qu'avec la voiture qu'il avait, partir 7e, il y a les circonstances, c'est vrai, mais il a fait une course de toute beauté, Ferrari aussi.
Mais je reviens à la stratégie de Ferrari. Bon, impeccable sur les changements de pneus, bien vu, bien dirigé. Et puis Charles, il a fait 2-3 dépassements qui valaient le coup. Et donc ça, c'est lui qui le doit. Et moi, je penche plus pour l'exploit personnel de Charles que pour la tenue de la Ferrari. Et c'est un exploit, ça l'amène à la 2e place. Voilà. Vettel l'a lâché la rampe. Vettel, alors Vettel, il était déjà un peu débordé, mais là, au moment où il part en tête à queue, bon, il va quand même marquer un point. Il part en tête à queue, je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Tout est bouché devant lui. Alors peut-être qu'il est arrivé trop vite, mais enfin bon, là, moi, je lui mets les circonstances atténuantes. Il ne pouvait pas faire autrement que partir en tête à queue pour éviter le carton, donc il l'a fait. On va pas se mentir, la prochaine épreuve, c'est là, tout de suite, le 12 juillet en Autriche. Donc Ferrari est en manque de performance. Qu'est-ce que prévoit la Scuderia pour finalement pallier à tout ça? Eh bien, pas grand-chose. Figurez-vous que la Scuderia, elle a son problème de moteur déjà. Alors, moi, je soupçonne, vous savez qu'il y a eu cet accord secret entre la FIA et la Scuderia. Je soupçonne la FIA d'avoir dit à Ferrari, vous remettez le moteur comme il doit être et vous ne bougez plus une oreille. Et en plus, tiens, on met la réglementation interdit de toucher au moteur jusqu'à la fin de la saison. Voilà, déjà. Donc, il se retrouve avec un moteur qui est quand même amoindri. Et donc, quand vous avez moins de puissance et que vous avez un châssis qui est moyen, si vous aviez un châssis formidable type Red Bull, ça ne se verrait pas. Mais que vous avez aussi un châssis moyen, eh bien, on met de l'aileron, on cherche à trouver de l'appui, il y a de la traînée supplémentaire, et résultat des courses, on a des vitesses max, des Vmax qui sont minables. Et donc, on ne peut rien faire dans ces cas-là. Donc moi, ils sont diablement handicapés jusqu'au Grand Prix de Hongrie, 3e Grand Prix, où là, ils disent qu'ils arrivent avec des grosses évolutions, châssis aéro, ça ils ont le droit, mais le moteur, il n'y touchera pas. Donc, ils sont quand même très handicapés. Vous parlez de Red Bull, mais on est quand même d'accord que l'écurie autrichienne est passée à côté de son Grand Prix quand même. Oui, pour des raisons techniques, d'abord, électroniques pour les deux, ou électriques plutôt, je dirais, plutôt qu'électronique. Et puis bon, Albon était très très bien placé, il y a eu l'accrochage avec Hamilton, voilà, donc ça c'est pas de sa faute. Mais on peut dire qu'elle est passée à côté de son Grand Prix pour Verstappen, qui à mon avis aurait pu marcher très très fort, parce qu'il a les capacités, tout le monde le sait, problème. Et puis après Albon, la touchette de rien du tout avec Hamilton, mais enfin la touchette qu'il expédie au fond du classement, et puis à nouveau une panne, et donc c'était fini pour eux. Alors c'est difficile de dire qu'ils sont passés à côté de leur Grand Prix. Si vous voyez les résultats bruts, oui, parce que c'est une écurie favorite du championnat, mais si vous voyez les circonstances, eh bien, il y a des circonstances atténuantes. On se dira ça le 12 juillet, le 13 juillet, au lendemain de la course, à voir si effectivement nous avions raison ou tort. Sur le podium, on retrouve un petit nouveau, c'est Lando Norris, le pilote britannique. Finalement, Jean-Louis, après sa saison magnifique en tant que rookie l'année dernière chez McLaren, on est super content finalement et c'est mérité de le voir sur le podium à la 3e position. Nous, on est super contents, mais chez McLaren, il était encore plus content que nous. Vrai. Et le pauvre Lando Norris, il ne savait plus où donner de la tête tellement c'était formidable pour lui. Déjà, je crois que c'est l'an passé, il était passé juste à ras du podium et il avait été extrêmement triste. Tandis que là, il est dans le podium et je trouve que c'est formidable. En plus, le dernier tour, il essaie de se préparer comme Bottas pour essayer d'obtenir le point du meilleur tour, et il le réussit. Donc moi j'ai trouvé ça formidable. Alors je vois deux choses là-dedans. Je vois que la McLaren, eh bien, elle redresse la tête, l'écurie. Et moi je pensais qu'ils allaient un peu se disperser entre les États-Unis et la Formule 1. Eh bien pas du tout. L'unité qui est à Woking, elle marche impeccable. La voiture est pas mal du tout. Le moteur, je suis obligé de dire que quand vous voyez la performance de Renault en général et que vous voyez le moteur Renault, ce qu'il fait sur le McLaren, c'est bien. Et je suis content pour Lando Norris, parce que pas loin de lui, il y a Sainz, qui est pas si mal que ça. Et donc voilà, ça fait une équipe qui compte probablement pour le championnat du monde, pour peut-être gêner et Red Bull et Mercedes, ce que Ferrari n'a pour l'instant pas les moyens de faire. Ils sont effectivement actuellement 2e au championnat avec ces excellentes performances. Du côté des pilotes français, Jean-Louis, Pierre Gasly se paie le luxe de devancer Esteban Ocon qui a fait son retour. On ne peut pas dire spécialement pour autant que les performances de la Renault étaient dégradées ou quoi que ce soit. La voiture était plutôt en bonne forme. Oui, on peut dire ça. Alors déjà, je pense à Piero Gasly. Je pense que lui, il a été méritant. J'ai lu une anecdote que j'ignorais complètement. Il a failli abandonner parce qu'il y a d'énormes problèmes de frein. Et puis, ça a continué. C'est vrai, il a demandé un tour supplémentaire. Etc. pour voir. Nous, ça c'est bien. Bon, Esteban Ocon, il a été battu par Ricciardo. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais attention, lui, il n'a plus de volant depuis 2018.
on peut tourner le problème dans tous les sens. Quand même, quand vous courez les Grands Prix, même si vous êtes dernier, ça compte. Et là, il manque de volant, mais bon, il est dans les points. C'est ce que je voulais voir. La performance de Renault en soi, elle est un peu décevante pour Ricciardo, puisqu'il tombe en panne. Et ça, c'est un peu gênant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on aura l'analyse. Mais le vrai problème, on le redit une nouvelle fois, c'est que le Grand Prix prochain est au même endroit. Personne ne bouge. Il y a peut-être quelques pièces qui vont arriver, mais rien d'autre. Et qu'est-ce qui va se passer pour une écurie comme Renault? Je n'en sais strictement rien. En tout cas, le déroulement de la saison est complexe. Je reviens sur un détail qui est simple, c'est, vous savez, les grosses saucisses, qui étaient les vibreurs qui cassaient les ailerons l'an passé, il y a 2 ans. Là, on les a éliminés parce que les écuries ont dit, attendez, on est coincé là 10 jours en Autriche, on ne peut rien réparer, on n'a pas de pièces, on ne peut rien faire. Donc il faut quand même que les choses un peu dangereuses, un peu dures, un peu abruptes comme ces saucisses pour marquer les virages, il faut les éliminer, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. On peut quand même dire que 9 abandons sur ce Grand Prix, c'est presque du jamais vu depuis, on remonte à il y a longtemps, enfin, c'est beaucoup 9 abandons sur un Grand Prix, un premier Grand Prix de la saison. Oui, c'est vrai, moi j'ai vu ça autrefois, mais quand la fiabilité n'était pas au rendez-vous, là, effectivement, ça s'est accumulé. Et alors, est-ce que c'est anormal? Non, c'est le début de la saison. Par contre, je reviens toujours au 12 juillet, le prochain Grand Prix. Là, il va falloir se débrouiller à réparer soi-même. Je pense qu'il va y avoir du trafic aérien entre les usines et les équipes qui sont là-bas, puisque tout le monde reste là-bas. Alors une dernière question Jean-Louis, et cette fois c'est par rapport à ce fameux Grand Prix de Styrie. Alors déjà pourquoi Styrie? Styrie, les montagnes de Styrie. Alors pour ceux qui connaissent les voitures et les motos de ce coin-là, c'était les Steyr Puch. C'était ça, Steyr, la Styrie. Donc on a donné à la région le nom d'un Grand Prix, pourquoi pas. Voilà, Grand Prix de Styrie. Et donc c'est pour le différencier du Grand Prix d'Autriche dans les classements, etc. Oui, puisqu'à Silverstone, on aura le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix des 70 ans de la Formule 1. Vous voyez, on trouve des astuces, et on a raison d'ailleurs. Alors, par rapport à ce Grand Prix de Styrie, concrètement, niveau pneumatique, niveau analyse en tout genre, les équipes vont-elles plancher vraiment là sur les prochains jours sur différentes stratégies par rapport à ce qu'on a vu ce week-end? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles cartes qui vont être abattues par les équipes? Oui, parce que y a quelque chose qui n'a pas peur du Covid-19, ce sont les ordinateurs et la Wi-Fi et les lignes. Et bien sûr que ça soit à Maranello ou à Woking dans le Surrey, ou bien à Milton Keynes, ou bien à côté de Silverstone pour Mercedes, je peux vous dire que ça va fumer. Mercedes, vous savez, il y a eu un incident qui est passé un petit peu au hasard, qui est tout simple, c'est quand Stroll a abandonné, il y a eu quand même un petit peu d'alerte chez Mercedes. On s'est dit, oh là là, ils n'aiment pas voir les moteurs cassés. D'accord. Ensuite, il y a eu ces alertes sur les boîtes de vitesse, et elles étaient vraies, parce que quand vous avez entendu plutôt, je crois que c'est Bono, je crois que c'est Peter Bonington qui a dit à Lewis qu'il voulait absolument plus de puissance pour attaquer Bottas. Il a dit non, on a un main concern, on a un vrai problème avec la boîte de vitesse. D'ailleurs, il était à 6 dixièmes, hop, il passe à 2 secondes 6 tout de suite. Il a compris qu'il n'irait peut-être pas au bout. Donc il y a tout ça chez Mercedes qui compte quand même. Et donc la matière grise va fumer pour essayer de résoudre tous ces problèmes, à la fois dans les usines et à la fois sur place à Spielberg. Comme ça, juste si on se dit un petit pronostic, à votre avis, on prend les mêmes et on recommence? Oui, je pense que c'est la phrase qui convient. Je pense que les Mercedes sont quand même extrêmement fortes. On peut dire ça. J'espère que les problèmes électriques de Red Bull et de Honda vont être réglés, parce que vraiment, les Red Bull, ils ont une carte à jouer. C'est ça que je voudrais voir.